Bonjour et bienvenue dans ce jeudi de l'information consacré aujourd'hui à la question de quand évoquer une neuropathie des petites fibres devant une douleur chronique diffuse. Notre invité sur ce thème difficile est le docteur Florian Bailly. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes rhumatologue, vous êtes responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où vous prenez en charge ce type de douleur chronique. Mais tout d'abord, un retour sur les enjeux pour mieux comprendre. Alors la douleur chronique, Florian Bailly, c'est une question qui est nécessairement compliquée. On a eu tendance à considérer pendant un certain nombre d'années qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu psychologiques. Après, on a eu le fourre-tout de la fibromyalgie. On s'est dépêché de tout mettre dans la fibromyalgie. Et maintenant, on a une nouvelle douleur que l'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui s'appelle la douleur neuropathique des petites fibres. Et de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors, effectivement, la douleur chronique, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la population générale. Hein. C'est probablement c'est quelque chose qui touche de nombreuses personnes, notamment la fibromyalgie. On considère que c'est peut-être 2 à 5% de la population française. Ça dépend un peu des critères que l'on utilise. Mais donc, des gens qui ont des douleurs diffuses, c'est quelque chose qui est très prévalent. Et effectivement, on a eu souvent tendance à poser le diagnostic de fibromyalgie, parfois un petit peu par excès ou parce qu'on ne savait pas trop quoi mettre d'autre dessus. Alors, la fibromyalgie, c'est une maladie qui existe réellement, mais aussi, on a pu identifier notamment, de manière plus récente, des atteintes au niveau des petites fibres. On a appelé ça une neuropathie des petites fibres ou une neuropathie restreinte aux petites fibres, en suggérant qu'il y a une atteinte de ces fibres-là qui pouvait être une explication à certaines douleurs chroniques, notamment des douleurs diffuses, qui sont difficiles parfois à diagnostiquer. Donc c'est une atteinte des petites fibres terminales neurologiques, alors que dans la fibromyalgie, ce n'est pas une atteinte neuropathique des petites fibres terminales, c'est une atteinte neuropathique plutôt centrale ? Les mécanismes par rapport à la fibromyalgie, il y a plusieurs mécanismes qui sont souvent évoqués, où on parle parfois de dérèglement au niveau du système de la douleur, notamment, et alors que la neuropathie des petites fibres, on arrive à identifier logiquement une lésion ou une dysfonction au niveau de ces petites fibres. Alors, le mot-clé, c'est qu'il y a une lésion. Alors, on arrive à retrouver certaines choses sur le plan histologique. Alors, bien sûr, la fibromyalgie, on ne peut pas exclure complètement, et on pourrait avoir les deux, parce que notamment la fibromyalgie, on a tous un peu une image avec les anciennes images, avec notamment les points à palper. Maintenant, c'est plus ces critères-là qu'on utilise. Les critères, ils ont évolué. Notamment, il y a des zones diffuses et puis un score de sévérité qui permettent notamment de faire un autodiagnostic. Donc, c'est plus le médecin qui palpe, c'est le patient qui va remplir certains questionnaires. Et on pourra avoir et l'un et l'autre. Mais on considère qu'effectivement, la plupart des personnes considèrent qu'il y a quand même un autre mécanisme qui, en plus, pourrait favoriser les douleurs chroniques quand il y a une atteinte de ces fameuses petites fibres. Et alors, une neuropathie des petites fibres, donc c'est une maladie récente, c'est une maladie qui est fréquente au sein des douleurs chroniques ou même par rapport à la fibromyalgie ? Alors, c'est une très bonne question. On a un peu du mal encore à répondre à ça. Il y a certaines études qui ont essayé d'évaluer la prévalence, mais pour lesquelles, finalement, c'était très, très imparfait. Certaines études, à l'inverse, qui essayaient, dans des groupes de personnes qui avaient une fibromyalgie, d'identifier des gens chez qui ont trouvé une atteinte des petites fibres. Et parfois en retrouvant jusqu'à 50% de ces personnes-là. Alors, c'était des neurologues qui ont fait ça, donc probablement qu'ils ont des gens qui ont une fibromyalgie avec peut-être un biais de recrutement. Un biais de recrutement, certainement. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas la prévalence de la neuropathie des petites fibres, même si c'est très certainement quelque chose qui est sous-évalué, parce que c'est quelque chose qui est à la fois pas forcément bien connu et pour lequel les examens pour pouvoir avancer dans ce diagnostic-là ne sont pas forcément ni très bien connus, ni forcément facilement disponibles. Et là, sans rentrer dans le détail tout de suite, maintenant, est-ce que vous considérez qu'on a des techniques de diagnostic et d'identification de la neuropathie des petites fibres qui sont fiables ? Alors, oui, il y a quand même plusieurs examens qui peuvent... Alors, il y a déjà certains signes cliniques qui peuvent orienter, on va certainement en parler après, et il y a aussi plusieurs examens qui peuvent orienter... Et qui démontrent des lésions. Voilà, et qui peuvent démontrer des lésions, et après, il y a une concordance clinique entre différents éléments qui peuvent permettre de poser ce diagnostic. Eh bien, merci d'avoir posé ces enjeux. On va maintenant voir comment faire en pratique.
Donc certains de nos confrères vont dire, bon, on avait déjà la fibromyalgie, c'était compliqué, alors maintenant en plus il va falloir différencier la neuropathie des petites fibres. Alors justement, quand est-ce qu'il faut évoquer une neuropathie des petites fibres devant une douleur chronique? Déjà, c'est une douleur chronique établie depuis 3 mois, plutôt diffuse? Alors, la neuropathie des petites fibres, c'est une pathologie qui peut avoir plusieurs tableaux un peu différents. Il y a des douleurs qui peuvent être soit diffuses, un peu en patchwork assez diffuses, ou alors qui peuvent aussi avoir une topographie longueur dépendante. Donc il y a ces 2 tableaux différents. Longueur dépendante, ça veut dire que ça va être plutôt les extrémités. Voilà, les extrémités, les pieds parfois jusqu'aux genoux, parfois au niveau des mains également. Et parfois, ça peut être aussi associé à d'autres signes cliniques, notamment des signes neurovégétatifs, parce que ces petites fibres, on les trouve notamment au niveau de l'épiderme, mais on les trouve aussi au niveau du système neurovégétatif. Dans les organes. Dans les organes. Et donc, on peut avoir parfois aussi des troubles digestifs associés, on peut avoir des troubles urinaires également associés, ou des choses parfois au niveau cardiaque, on peut avoir une hypotension, ou ça se trouve aussi notamment au niveau de la sudation. Et donc, on peut avoir des atteintes au niveau de la sueur également. Et donc, quand on dit neuropathie des petites fibres, c'est une douleur neuropathique avec des critères de douleur neuropathique ou c'est un piège? Alors, si, effectivement, c'est quand même des critères, ce sont quand même des douleurs neuropathiques. Donc, les douleurs neuropathiques telles que l'on peut... souvent on connaît par exemple le DN4, qui est un questionnaire qui peut orienter vers des douleurs neuropathiques, avec des douleurs à type de brûlure, on peut avoir des paresthésies, on peut avoir des sensations de décharge électrique, on peut avoir une allodynie par exemple aussi au toucher, donc c'est des signes qui peuvent... L'allodynie par rapport à l'hypersensibilité ou l'hyperalgie, c'est quoi? L'allodynie, c'est le principe d'avoir des douleurs lorsqu'on a un contact qui n'est pas douloureux. Donc par exemple, on peut avoir une allodynie au drap, par exemple, quand on dort, le contact du drap sur la peau amène des douleurs. Ça, c'est une allodynie. D'accord. Et alors, vous nous avez dit neuropathie, éventuellement longueur dépendante. Pourquoi alors avoir des fois de longueur dépendante? Pourquoi avoir des patchwork, comme vous nous l'avez dit? Ça dépend de la cause? C'est une bonne question, effectivement. Ça dépend un peu de la cause. Alors parfois, on dit neuropathie des petites fibres. Certains neurologues, notamment, utilisent le terme neuropathie restreinte aux petites fibres parce que, en fait, il y a quelque chose que l'on ne sait pas forcément très bien, mais qu'on a une neuropathie des grosses fibres, donc les neuropathies un peu plus habituelles qu'on connaît tous. Comme dans le diabète, par exemple? Par exemple, le diabète. Il y a aussi une atteinte des petites fibres. Et il y a une atteinte qui est aussi longueur dépendante. Et il y a aussi une atteinte qui est longueur dépendante. Le diabète, il fait à peu près tout dans les neuropathies. Et donc, on peut aussi avoir une atteinte longueur dépendante. Donc, probablement que ça dépend un peu de l'étiologie et on n'a pas forcément toutes les explications sur pourquoi est-ce que c'est parfois avec une topographie bien précise et parfois pas. Et alors, quand le malade vient vous voir avec ces douleurs-là, est-ce que c'est des douleurs chroniques qui sont à peu près normales ou est-ce qu'il y a des douleurs avec des poussées parce qu'on voit certains malades qui décrivent des exacerbations de leurs douleurs insupportables. C'est le cas? Alors, je pense que dans toutes les douleurs, quelles que soient, enfin, je vois beaucoup de gens qui ont des douleurs de très nombreuses origines, et il y a souvent effectivement à la fois des douleurs, un fond douloureux, et à la fois des exacerbations douloureuses, parfois pour lesquelles on arrive à prévoir l'exacerbation, et puis parfois dans lequel ça devient imprévisible, et ça dépend un peu de chacun. Donc c'est un élément à rechercher parce que ça va guider aussi votre stratégie de traitement, par exemple, le fait d'avoir des exacerbations douloureuses ou pas? Alors, ça peut être quelque chose qui peut guider parce que parfois, on parlera un peu plus tard de la thérapeutique, mais certains traitements parfois vont avoir un effet uniquement sur la douleur de fond ou uniquement, par exemple, sur les exacerbations. Et c'est quelque chose qui peut être important. Ça peut aussi permettre de choisir, si on veut des traitements plutôt de long terme, des traitements ponctuels, ça peut permettre de guider la prise en charge également. Et alors, vous nous avez parlé de signes associés, en particulier de signes d'atteinte du système neurovégétatif, parce que ce sont les petites fibres terminales, elles sont protégées par rien du tout, il n'y a plus de gaine de myéline, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a pas de gaine de myéline, elles sont nues, elles sont diffuses au niveau de l'organisme, elles s'occupent de la douleur, mais aussi, par exemple, de la chaleur et de pas mal de fonctions du système nerveux autonome. Ça va dans les petits vaisseaux, ça va dans les parois des organes, ça va dans tout ça? Oui, effectivement, et donc c'est pour ça que comme elles ont une atteinte diffuse, on peut avoir pas mal d'atteintes, notamment ce qui est assez fréquent, c'est d'avoir des atteintes au niveau digestif également, au niveau de la sueur. On peut avoir des tableaux parfois d'hypotension. Parfois, certaines personnes ont des atteintes comme une gastroparésie aussi. Donc, c'est des signes associés et qui vont dans le cadre de la même pathologie. Signes associés sur lesquels, effectivement, on peut se laisser aller et que ce n'est pas forcément la réalité. Alors que là, on a des preuves matérielles pour une pathologie qui associe les deux. Alors justement, on a parlé de la fibromyalgie tout à l'heure. Quand vous voyez arriver ces tableaux où on vous pose la question de savoir si c'est l'un ou l'autre, où on vous envoie une fibromyalgie, comment est-ce que vous faites un diagnostic de neuropathie des petites fibres? Alors,
C'est une très bonne question, effectivement, et c'est une question qui n'est pas facile. Alors, parfois, on peut avoir une orientation plus il y a certaines choses qui vont orienter plus vers l'un ou vers l'autre, ou parfois, il peut y avoir un peu les deux. C'est-à-dire que la fibromyalgie, dans les nouveaux critères notamment, on dit bien qu'on peut avoir une fibromyalgie associée à une autre pathologie, de toute façon, puisque on peut avoir avec une maladie auto-immune, avec une neuropathie de petite fibre, avec beaucoup d'autres choses. La neuropathie, le fait d'avoir des troubles de la sudation, c'est quand même quelque chose qui oriente plus vers ça. Ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire, ils ont quoi? Ils ont des hypersudations des mains ou... Il peut y avoir des troubles de la sudation, une hypersudation ou des hypohydroses, par exemple. Il peut y avoir certains autres signes, mais... Alors, par exemple, parfois, il y a des atteintes comme une érythromélalgie, c'est-à-dire les mains toutes rouges et très chaudes. Ça suggère certaines neuropathies des petites fibres génétiques. Mais en fait, tous ces signes-là, c'est des signes qui peuvent un peu orienter, mais qui ne sont pas complètement spécifiques et pas complètement sensibles. Donc, il y a plusieurs signes qui suggèrent, mais je ne pourrais pas vous donner un seul signe qui va dire « ça, c'est sûr que c'est une neuropathie » et pas... Et il n'y a pas d'atteinte centrale comme dans la fibromyalgie où il peut y avoir des troubles associés sur l'humeur ou sur des choses comme ça? Alors, sur l'humeur... il peut y avoir peut-être dans les deux. Alors, objectivement, pour n'importe quelle douleur chronique, il y a toujours la question de savoir comment est-ce que les douleurs vont évoluer. Donc, il y a toujours une inquiétude, il y a une anxiété, une dépression que l'on trouve fréquemment dans toutes les douleurs chroniques. Et on comprend parce qu'il y a dans un certain nombre de cas, une atteinte réactionnelle. Pour la fibromyalgie, on sait qu'il y a certains troubles un peu plus fréquents, notamment le fait d'avoir vécu certaines violences ou certains traumatismes antérieurs. On sait que c'est quelque chose qui prédispose à la fibromyalgie, alors que ce n'est pas quelque chose qui est suggéré comme étant en lien avec une neuropathie des petites fibres. Et alors, vous nous avez dit tout à l'heure, neuropathie des petites fibres, lésion, donc j'ai retenu le message. Lésion, mais lésion des petites fibres terminales, donc j'imagine que l'électromyogramme n'est pas modifié. Alors, tout à fait. Alors, c'est le plus souvent, quand c'est une neuropathie restreinte aux petites fibres, l'électromyogramme est normal. On peut avoir parfois des neuropathies restreintes aux petites fibres qui, secondairement, donnent aussi une atteinte des grosses fibres, notamment. Comme dans le diabète. Exactement. En fait, le diabète, même, quelquefois, ça peut être révélateur. On peut avoir, par exemple, une intolérance au glucose, mais pas encore de diabète. Et donc, la neuropathie des petites fibres, parfois, est révélatrice. On trouve l'intolérance au glucose. Et après, on comprend bien qu'il peut y avoir une atteinte secondairement des grosses fibres parce que le diabète, on ne peut pas toujours bien Donc, il faut demander l'électromyogramme de toute façon. Ça fait un examen de référence. De toute façon, c'est bénéfique de demander un électromyogramme. Et après, certains autres examens qu'on peut demander ensuite seront à interpréter en fonction de l'électromyogramme. Donc, c'est de toute façon un examen qui est utile à demander. Et alors, c'est parmi ces examens qu'on peut demander ensuite, j'ai cru comprendre qu'il y en avait un certain nombre, mais ils ne sont pas tous forcément accessibles en ville. Est-ce qu'il y en a un qui est assez facilement accessible et que nos collègues pourraient utiliser? Alors, il y a plusieurs examens que l'on peut hiérarchiser, on va dire, du plus simple au plus compliqué. Alors, l'électromyogramme est toujours utile, même si, globalement, si c'est une atteinte restreinte des petites fibres, il est normal. On peut parfois faire un pseudoscan également. Le pseudoscan, c'est un appareil où on met les mains et les pieds sur une plaque pour évaluer la conductance. En fait, c'est parce que c'est en lien avec les glandes sudoripares. C'est pour ça qu'on appelle ça pseudoscan. Et c'est un examen d'orientation. C'est un examen qui est assez facile à réaliser et qui se trouve dans certains cabinets qui font les électromyogrammes. Ils font le pseudoscan en même temps, par exemple. D'accord. Mais ça, c'est juste un examen qui est un examen d'orientation, qui a une sensibilité et spécificité aux alentours de 70% à peu près. Donc, c'est pas... C'est pas mal, mais c'est pas absolu. Voilà, c'est pas absolu. On ne peut pas baser un diagnostic uniquement là-dessus. On ne peut pas baser un diagnostic uniquement là-dessus. Parfois, il y a un autre examen qui s'appelle des potentiels évoqués laser, qui fait une stimulation laser et qui va évaluer les potentiels évoqués. Donc ça, c'est un examen qui est un meilleur examen, qui permet d'identifier si une atteinte au niveau des petites fibres. C'est un examen qui est moins facilement disponible. En Ile-de-France, je sais qu'il y a un seul endroit, à Créteil, où on le fait, donc je sais que c'est pas partout. C'est un examen qui n'est pas invasif et qui, quand même, a une meilleure sensibilité et spécificité, par exemple. Et après, il y a d'autres examens encore un peu plus compliqués, comme par exemple la biopsie. On peut faire une biopsie. Une biopsie de peau? Oui, c'est une biopsie de peau. On fait ça au niveau de 10 cm au-dessus de la malléole et puis 20 cm en dessous au niveau du bassin. Et on regarde s'il y a une diminution du nombre de petites fibres. Et en fait, on compte ces petites fibres. C'est très facile à faire, la biopsie, mais c'est très compliqué de trouver la personne qui interprète bien et qui va bien compter toutes ces petites fibres, parce que c'est assez chronophage.
Alors après, donc on a vu, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est une maladie de cause inconnue ou est-ce qu'il y a des causes identifiées? Les causes identifiées, on en a déjà cité une plusieurs fois, c'est le diabète. Il y a d'autres causes qui sont courantes et incriminables dans ce... Alors, oui, tout à fait, il y a plusieurs autres causes. Alors, il y a quand même un certain nombre de fois, on ne retrouve pas de cause, c'est à peu près 50% des cas, donc c'est idiopathique. Il y a des causes effectivement métaboliques comme le diabète ou l'intolérance au glucose, même si le diabète n'est pas encore là. On peut avoir... Et donc, par exemple, si on a un malade qui a une intolérance au glucose, si on va le prendre par le côté de la douleur chronique. Si on a une douleur chronique, on a fait des examens biologiques et parmi lesquels on a une intolérance au glucose, ça veut dire que c'est une indication à intensifier un traitement Alors, c'est pas forcément une indication à intensifier le traitement, mais il y a une étude qui a retrouvé des gens qui avaient une neuropathie des petites fibres et une intolérance au glucose uniquement. Et il y a eu des règles hygiéniques diététiques. Et donc, il y a eu une amélioration chez la plupart des personnes. Alors, c'était pas chez tout le monde, mais chez la plupart des personnes, il y avait une amélioration des douleurs. Et ceux qui avaient une amélioration des douleurs avaient, en moyenne, c'était au bout d'1 an, le nombre de petites fibres qui avaient repoussé, entre guillemets, alors le terme est peut-être un peu inexact, mais la quantité de petites fibres comptées était plus importante chez les gens qui étaient améliorés. Donc, c'est-à-dire que là, l'identification de la neuropathie et le traitement du diabète permettaient d'améliorer le nombre de petites fibres et surtout d'améliorer la douleur du patient, ce qui est quand même le critère le plus important. Donc, c'est très important d'intervenir assez tôt et d'intervenir de façon spécifique si on arrive à trouver une cause. Alors, à part le diabète, je vous ai coupé dans les autres causes. Il y en a pas mal d'autres, effectivement. Donc le diabète ou l'intolérance au glucose, parfois il y a les dysthyroïdies aussi qui sont évoquées. Dans les causes métaboliques, il y a les causes toxiques. Alors, le plus fréquent, c'est l'alcool. L'autre plus fréquent, effectivement. L'autre également, il y a aussi également les médicaments qui ont une toxicité neurologique, comme de loin, c'est par exemple le 5-FU ou les traitements des chimiothérapies, qui sont des traitements qui sont fréquemment... Qui ont une platine. Oui, tout à fait. Donc c'est ce type de traitement-là également. Il y a les carences vitaminiques, par exemple la carence en B12. J'ai certaines personnes que je suis, par exemple, qui ont eu un bypass, par exemple, avec une perte de poids, une perte de 30 kg en 2-3 mois. Et où ils n'ont pas bien pris leur traitement, ou peut-être qu'ils ont une perte de poids trop rapide et qui développent des atteintes avec une neuropathie des petites fibres au décours de ce bypass, par exemple. Et il y a aussi des causes auto-immunes. Le plus fréquent, c'est le Sjögren. Et donc c'est quelque chose qui est assez fréquent, parce que la maladie de Sjögren est quand même une pathologie assez fréquente. Il y a la sarcoïdose ou le lupus qui sont notamment évoqués pour pouvoir également donner ça. Les gammapathies, des choses comme ça aussi, éventuellement? Alors, il y a certains cas, mais c'est pas même plus, c'est moins rare. Et il y a certains autres cas encore avec des atteintes génétiques, notamment chez des personnes qui sont plus jeunes, avec des antécédents familiaux. On sait qu'on peut avoir des atteintes génétiques avec des mutations au niveau des kénocytes. C'est une question que je ne vous ai pas posée. C'est quel âge, l'âge moyen que vous voyez? C'est une bonne question. Je n'aurai pas la réponse. Ça va être très variable en plus jeune. fonction de l'étiologie. Donc c'est plutôt le milieu de la vie, un truc comme ça? La plupart des personnes que je vois, moi, oui, c'est plutôt effectivement des gens qui ont peut-être 40 ans ou 50 ans, par exemple. Il y a des gens qui ont une atteinte génétique plus jeune, d'autres personnes qui sont, dans le cadre d'un diabète, par exemple, c'est diabète de type 2, souvent plus âgé. Donc ça dépend un peu de l'étiologie. Il n'y a pas d'âge typique. Et en préparant l'émission, vous m'aviez dit, donc là, carence en vitamine B12, mais vous aviez vu aussi des excès de vitamines Oui, alors j'ai eu une personne qui avait un diagnostic de fibromyalgie initialement, pour lequel on a refait le point et en fait on a trouvé cette atteinte au niveau des petites fibres. En faisant le bilan, c'était une dame qui m'avait dit ne prendre aucun médicament. Et en fait, elle prenait du Magné-B6 tous les jours depuis 10 ans. Alors c'est de l'automédication pour être en forme contre la fatigue. Et en fait, elle avait une intoxication à la B6 avec des taux qui étaient à peu près 10 fois le taux au maximum. Et elle a arrêté la B6 et elle allait beaucoup mieux après. Donc, comme quoi. Donc c'est un peu une histoire assez rare parce que c'est pas la majorité, mais typiquement là en arrêtant un traitement d'automédication, on a pu améliorer des douleurs qui étaient chroniques. C'est quand même plutôt satisfaisant. Intéressant à voir. Et est-ce qu'il y a un parallélisme entre le niveau d'atteinte des petites fibres que l'on peut voir par exemple à la biopsie et la douleur, ou est-ce que c'est deux phénomènes qui sont pas complètement corrélés? Alors c'est pas complètement corrélé. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà l'influx nociceptif n'est pas égal à la douleur. La douleur, c'est une expérience. Donc moi, je dis que c'est une conclusion du cerveau par rapport à la fois à l'influx nociceptif et puis à la fois à toutes les informations qu'on a autour. Donc déjà, douleur et nociception, c'est pas exactement la même chose. Et en plus, on sait que parfois, il n'y a pas une bonne corrélation. Il y a eu plusieurs études comme ça qui montraient une mauvaise corrélation entre la densité des fibres et l'intensité de la douleur.
Donc il y a aussi une hypothèse que peut-être qu'il y a des fibres qui sont dysfonctionnelles. C'est peut-être pas juste le nombre de petites fibres qu'on a, c'est est-ce qu'elles fonctionnent bien ou pas. Et peut-être que quand les fibres se régénèrent, il y a de l'inflammation aussi. Voilà. Et surtout que alors c'est pas juste pour les neuropathies des petites fibres, mais pour toutes les neuropathies, il y a des mécanismes d'inflammation également. On sait qu'il y a les cellules qui sont autour des neurones, donc notamment les cellules gliales, les astrocytes, qui sont inflammées, notamment dans des atteintes neuropathiques. Et donc ça, on sait que ça entretient les douleurs. Et donc là, on n'a pas une absence de nerfs, mais on a une inflammation chronique locale qui favorise les douleurs aussi. Alors au final, à ce stade, est-ce qu'on a des critères fiables basés sur de la clinique et des examens complémentaires? Est-ce que, à ce jour, vous jugez qu'il y a des critères qui permettent d'établir un diagnostic avec de quasi-certitude assez simplement, en ville, veux-je dire, sans avoir la ressource d'examen très compliqué? Alors, je pense que on peut poser le diagnostic assez facilement, notamment lorsqu'il y a des pathologies associées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des douleurs, il y a plein de personnes, par exemple, qui ont une maladie de Sjögren et des douleurs diffuses pour lesquelles, auparavant, c'était peut-être un peu interprété comme c'est bon, il ou elle se plaint, ou voilà. Et par exemple, on sait qu'on a une atteinte auto-immune et un tableau qui ressemble. Je ne vais pas aller faire des examens compliqués et longs, et globalement, je serai à peu près sûr de mon diagnostic s'il y a une atteinte qui ressemble globalement. Voilà. Quand c'est des atteintes qui sont idiopathiques, globalement, c'est assez difficile en ville d'avoir un diagnostic de certitude. Néanmoins, il ne faut pas attendre le diagnostic de certitude pour commencer le traitement de toute façon. Donc après, on peut avoir un diagnostic possible ou probable, et par exemple, adresser, si on pense qu'il y a besoin de faire d'autres bilans, et à la fois envisager des traitements pour la prise en charge de cette personne-là. Eh bien, c'est là aussi une partie du nœud de problème. Et donc, pour finir, quelques éléments pour aller plus loin. En effet, le diagnostic des douleurs diffuses peut être assez compliqué parce qu'il y a un nombre de causes assez invraisemblables. Et puis, l'accès au centre de référence des centres de la douleur, comme vous en dirigez un, n'est pas toujours très facile puisqu'il y a de moins en moins de médecins et les délais s'allongent. Et donc, l'idée, c'est un peu d'optimiser le fonctionnement entre la ville et les centres. Finalement, donc, le meilleur conseil que vous donnez à vos confrères en ville pour faire ce diagnostic, c'est de se baser sur quoi? Il y a des référentiels, des choses comme ça que les sociétés savantes ont émises? Alors, il n'existe pas un référentiel ou une recommandation unique sur le diagnostic. Après, déjà connaître ces pathologies qui est... Déjà savoir que c'est pas que de la fibromyalgie. Voilà, alors, le but n'est pas d'éliminer la fibromyalgie, hein, parce que quelquefois, effectivement, on peut avoir tendance à vouloir l'éliminer ou le faire abstraction, parce que quelquefois, c'est quelque chose qui est un peu déstabilisant pour les médecins aussi, la fibromyalgie. Donc, savoir que la neuropathie des petites fibres existe, tout comme la fibromyalgie d'ailleurs, qu'il y a des choses que l'on peut faire, qu'il y a des traitements qui sont envisageables, les traitements qui ne vont peut-être pas supprimer les douleurs, mais qui vont permettre de diminuer l'intensité et permettre de retrouver un fonctionnement normal. Savoir que ça existe, pouvoir adresser peut-être... l'adressage, ça va être un peu en fonction des spécificités locales de chacun. Hein. Peut-être que ça va être le neurologue, peut-être que ça va être le centre de la douleur, peut-être que ça va être d'autres professionnels. Donc localement, il faut travailler avec le neurologue, l'électromyographiste, essayer d'avoir le sudoscan dont vous avez parlé pour avoir déjà des premiers éléments d'orientation. Et vous voulez d'autres... Qu'est-ce qu'il faut pour vous l'envoyer dans un centre? Il faut avoir commencé le bilan étiologique pour rechercher au moins les causes les plus courantes? Alors, ça va dépendre un petit peu de chaque médecin, à quel point il va se sentir à l'aise. Globalement, le bilan, il est quand même le bilan de la neuropathie des petites fibres. Déjà, on fait un bilan surtout si on a des éléments d'orientation. Il est quand même assez proche de ce que l'on va rechercher dans une neuropathie autre. D'accord. Donc, rechercher une prise d'alcool, rechercher un diabète, c'est des choses que l'on va aussi faire dans les autres neuropathie. Donc, mais c'est plus, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est plus sur la compréhension des mécanismes de la douleur, de comprendre qu'il y a différentes choses qui peuvent expliquer les douleurs. Et vous, à ce stade, quand vous recevez ces malades, donc vous avez un dossier qui est plus ou moins complet, et c'est là où vous pouvez décider de demander des examens plus spécialisés, allant jusqu'à la biopsie cutanée, si c'est une forme en particulier idiopathique, c'est ça ? Oui, effectivement, on va aller plus ou moins loin selon la nécessité d'avoir un diagnostic certain ou pas. Donc selon si on a il y a pas mal de personnes qui ont des douleurs et déjà d'autres diagnostics posés. Donc quelqu'un qui a déjà une maladie auto-immune et des douleurs très évocatrices. Bon, on va peut-être pas aller embêter cette personne-là avec d'autres examens. Donc s'il y a d'autres diagnostics, si ça peut avoir des implications sur le travail, sur ce genre de choses-là, parfois ça peut être utile d'aller plus ou moins loin.
Et c'est quoi les perspectives alors sur le diagnostic? Il y a un travail de recherche intéressant sur ces maladies? Alors, c'est une maladie qui est assez récente, mais il y a quand même pas mal de choses maintenant qui se font. Quelle année à peu près? Alors, en 1992, c'est la première fois où on a commencé à décrire cette maladie, donc c'est dans les premières fois, donc c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Il y a des examens nouveaux pour l'instant qui semblent être utiles, notamment il y a un examen au niveau confocal au niveau de la cornée, pour lequel les ophtalmos pourraient aussi faire ce diagnostic-là. C'est-à-dire que cette raréfaction des petits nerfs, on le voit aussi au niveau de la cornée. Alors, donc ça implique que les ophtalmos puissent faire cet examen-là. On n'a pas besoin de faire de biopsie là, par contre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de biopsie. On a la réponse tout de suite. Donc c'est aussi quelque chose qui probablement pourrait être pertinent. Pour l'instant, on sait que c'est utile pour la neuropathie dans le cas du diabète. Ce sera probablement quelque chose qui pourrait être utile aussi pour pouvoir avancer dans le diagnostic sans faire des choses invasives, parce que notamment la biopsie, c'est un peu long et le fait d'avoir le résultat de la biopsie est assez long surtout. Eh bien, on arrive au terme de cette émission sur le diagnostic des neuropathies des petites fibres et la différence par rapport à la fibromyalgie. C'est quoi votre message pour vos confrères? Alors, le message, là, surtout, c'est que l'on connaît de mieux en mieux les différents mécanismes de la douleur. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de la neuropathie des petites fibres. On pourrait aussi parler de la fibromyalgie, des différents mécanismes qui font que ces personnes-là ont des douleurs qui sont importantes. On connaît de mieux en mieux les voies de la douleur, à la fois quand parfois il y a une lésion, ou par exemple parce qu'il y a quelque chose qui va être abîmé, aussi parfois quand il y a une dysfonction, c'est-à-dire que parfois les fibres de la douleur, elles vont être altérées ou elles vont être à l'inverse trop sensibles. Et maintenant, on connaît de mieux en mieux les diagnostics et la physiopathologie de ça. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui a des douleurs, donc c'est bien que ces douleurs, elles sont réelles, on les connaît de mieux en mieux, il y a de plus en plus de choses qui peuvent être faites pour prendre en charge ces douleurs-là. Et donc déjà, à la fois croire le patient et bien l'orienter, c'est déjà une très bonne amorce pour faciliter la prise en charge. Merci beaucoup Florian Bailly pour votre clarté et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Et pour revoir les anciennes, il suffit d'aller sur le site de Fréquence Médicale. Bonsoir.